Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans votre journal. Voici les titres de l'actualité. Les agents de l'entreprise EDM en grève depuis ce matin. Un mouvement de grève illimité. Ils dénoncent des conditions de travail dégradées et des relations hyper tendues entre salariés et direction. Une grève menée par une intersyndicale. Les précisions sur ce malaise à Électricité de Mayotte dans un instant. Nous parlerons également du second tour de l'élection présidentielle à Madagascar. C'est aujourd'hui que s'est tenu le second tour. Qui de Marc Ravalomanane et Andry Rajoelina remportera cette élection? Nous serons en direct de Tananarive avec notre envoyé spécial Miss Baudine Bakar qui suit pour nous ce scrutin. Et puis nous évoquerons la fête de Noël qui approche à grands pas et les magasins sont pris d'assaut, notamment par les parents. Ils choisissent les cadeaux pour leurs enfants. Illustration dans ce journal, reportage à suivre en fin d'édition. Les agents d'EDM sont donc en grève depuis ce matin. Guichet au siège fermé, aucun relevé de compteur, pas de coupure. À l'origine de ce mouvement de grève, un sentiment de dévalorisation des agents de la société. Ils dénoncent de la discrimination et du favoritisme. Henri Fina Mohamed, Alda Alidi. Drapeau syndical flottant à l'entrée, signe que la grève est effective. Les agents ont bloqué exceptionnellement l'accueil de l'entreprise. Aucune facture n'a été payée à ce jour, la réception étant fermée au public. Pour justifier leur mouvement, les grévistes avancent plusieurs griefs. Embauche coûteuse du personnel non qualifié venant de l'extérieur au détriment d'une main-d'œuvre locale et l'exclusion des agents les plus anciens, notamment des cadres mahorais, au poste de responsabilité. Ils ont fait venir des personnes sans compétence d'ailleurs, la plupart d'entre eux, parce qu'ils sont accompagnés par des agents, les anciens qui sont ici, pour comprendre le métier d'EDM. Et au fur et à mesure que les choses évoluent, les cadres mahorais, les anciens agents sont écartés de postes à responsabilité et on nous fait venir des gens qui sont payés très cher et qui ne maîtrisent pas le travail. D'ailleurs, vous avez vu l'exemple de la coupure générale qui a duré plus de 7 heures de temps, quelque chose que Mayotte n'a jamais connu depuis plus de 10 ans. Parce que tout simplement, avant, les opérations étaient assurées par les salariés mahorais et les anciens qui sont à EDM. Et aujourd'hui, au fur et à mesure, ces personnes qui arrivent veulent nous imposer leur manière et qui détruisent et qui dénaturent le service public d'EDM. Les syndicats réclament également une plus grande mobilité du personnel EDM vers EDF ou encore les autres entreprises des industries électriques et gazières. C'est le cas de Rastami Ali, un des piliers d'EDM, embauché dans l'entreprise depuis 1987. Il aspire une évolution de sa carrière. Il souhaite notamment intégrer le conseil départemental en tant que chef de projet électrification rurale, mais en vain. Et puis le conseil départemental qui a 50% de l'EDM et qui ne sait pas du tout ce qui se passe ici à l'EDM par rapport aux embauches, par rapport aux projets, aux objectifs, m'ont demandé à ce que j'aille les aider. Je vais abandonner mon poste pour aller être chef du projet électrification rurale. Sauf qu'ils n'ont pas accepté à ce qu'on inscrive ce poste. Et ils ne savent même pas ce que j'ai fait avant, que c'était moi qui m'occupais du schéma directeur, que j'ai calculé le schéma de Mayotte pour 30 ans et je le calculais tous les ans. Je faisais le projet, on construisait, tout le monde mouvait dans les communes, on construisait. J'avais plein de projets, il y a beaucoup de réseaux qui sont en train de faire actuellement, qui devraient être déjà en souterrain, à Bouéni par exemple, à Kanikeli, à Mtsamboro, qui devraient être en souterrain depuis 1993. EDM est en grève, mais pour l'heure, aucune coupure d'électricité n'est envisagée. Les grévistes attendent l'ouverture officielle des négociations avec le directeur dans les jours, voire les heures qui viennent. Ce dernier actuellement à Paris pour prendre part au conseil de surveillance de la société. Il doit rapidement regagner Mayotte pour régler cette tension avant explosion. Et nous venons de l'apprendre, le mouvement est reconduit demain. En effet, c'est ce jeudi que la direction sera sur Mayotte et que les négociations commenceront. Et l'on ouvre notre chapitre consacré aujourd'hui à l'hébergement. Comme annoncé hier, le tribunal administratif de Mamoudzou a enjoint la préfecture de proposer des solutions d'urgence pour certaines familles expulsées lors de l'opération menée sur les terrains Bacholo à Kaweni la semaine dernière. Celles qui se sont manifestées sont actuellement hébergés au sein de l'école primaire T17 à Kaweni, un hébergement provisoire affrété par la mairie, le temps de trouver un toit. Henri Fina Mohamed, Alda Alidi.
Comme un air de déjà-vu. Une fois de plus, les classes de cette école primaire de Kaouini se transforment en hébergement d'urgence. Contrainte par le tribunal administratif de trouver une solution pour ces délogés, la préfecture a fait appel à la Croix-Rouge. Hier, une dizaine de familles a dormi sur place, mais à mesure que l'information se propage, d'autres affluent. Je suis là parce qu'on nous a dit qu'il y avait une aide pour ne pas qu'on dorme dehors, comme on l'a fait ces derniers jours avec nos enfants. On nous a dit de venir dormir ici en attendant qu'on nous trouve un logement. La mission de la Croix-Rouge durera 7 jours, le temps de trouver des solutions de relogement pour le reste des 80 familles délogées de la parcelle Batrolo à Kaouini. On est là pour apporter un soutien psychologique et physique, aussitôt qu'il y a de malaise, tout ça, pour les gestes de premier secours. Aussi, on intervient dans l'aide alimentaire et vestimentaire. C'est-à-dire aide alimentaire et vestimentaire? On donne des bons d'achat pour qu'ils puissent aller dans les grands magasins. Aller payer pour avoir de quoi manger. La mairie de Mamoudzou a mis ses locaux à disposition. Quant à la préfecture, elle a remis en place un dispositif d'accueil et d'orientation pour proposer à nouveau des solutions de relogement. 6 familles auraient déjà été reçues hier après-midi, mais 4 d'entre elles auraient refusé les solutions de relogement. La préfecture de Mayotte a donc été sommée de proposer des relogements d'urgence aux familles concernées par la décision de justice rendue en ce début de semaine. Nous avons sollicité le représentant de l'État à ce sujet. Je vous propose d'écouter Étienne Guillet, sous-préfet directeur de cabinet. Il répond aux questions de Yasmine Jaffar et Assad Razafitehen. Nous avons repris contact avec les différentes familles qui étaient concernées et nous leur avons à nouveau fait des propositions de relogement d'urgence. Sur ces familles, il y en avait 9 qui étaient concernées par cette procédure, 6 ont été reçus hier, et sur les 6, il y en a 4 qui ont refusé les propositions que nous leur avons faites. Est-ce que c'est normal qu'on reloge une personne en situation irrégulière au lieu de l'expulser? Alors, pour être précis, il y a effectivement une obligation qui est faite quand on fait des opérations de délogement, qui est faite et qui incombe à l'État, sur le relogement. Après, une personne en situation irrégulière, elle peut être effectivement relogée. Maintenant, ça dépend aussi de sa composition familiale, puisqu'il y a parfois, on ne va pas séparer des enfants de leurs parents quand on fait du relogement. Donc il peut y avoir un papa ou une maman qui est en situation irrégulière, mais des enfants ou l'autre conjoint qui est en situation soit régulière, soit français. Voilà, donc la situation est compliquée. Et la préfecture précise qu'il s'agit bien évidemment de relogement d'urgence, 21 jours pour les personnes en situation irrégulière et 3 mois pour les Français. Et l'on reste dans ce volet du logement avec cette opération Marzoukou. Cet après-midi à la mairie de l'Abattoir, une convention a été signée. Saïd Omar Wali a reçu tous ses partenaires, dont la CIM, pour lancer officiellement la construction de 240 logements, dont 216 sociaux. Un projet de longue haleine démarré en 2016. Il a coûté la bagatelle de 49 millions d'euros. Un projet immobilier et social qui satisfait pleinement le maire de la commune. On l'écoute, il s'est exprimé devant Yasmine Jaffar et Assad Razafitehen. Nous sommes à la première phase qui va commencer en 2019, qui finira peut-être la première phase en 2020. Mais ce que je retiens, c'est que ces 49 millions d'euros qui vont être éjectés ici, 49 millions d'euros qui vont être éjectés ici à Dzaoudi l'abattoir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va permettre aux jeunes de l'abattoir déjà d'avoir du boulot, parce qu'on va veiller à ce qu'il y ait, je dirais, les gens qui viennent travailler ici, ils prennent des jeunes ici et que ça va nous permettre aussi d'envoyer des jeunes en formation. Donc on va créer de la plus-value, on va créer de la richesse dans notre commune sur la construction déjà. Et 2, ça permettra aussi d'élargir notre base fiscale. C'est-à-dire que nous aurons plus les moyens dans les années à venir pour que justement l'abattoir devienne, peut-être, et c'est notre ambition, la municipalité, la vitrine de Mayotte. Une cérémonie qui s'est déroulée à l'ACL de l'abattoir. Et pour parler de cette opération ainsi que du logement d'un point de vue général à Mayotte, nous avons invité le directeur général de la CIM, la Société immobilière de Mayotte, Ahmed Ali Mondroha. Bonsoir. Bonsoir. Alors une opération d'envergure avec plusieurs logements à venir qui seront donc livrés prochainement à l'abattoir, mais aussi dans le reste de Mayotte.
Effectivement, il s'agit pour la CIM d'une opération quand même historique parce que là, on passe carrément à un autre niveau de production. 216 logements signés d'un coup, ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de notre société. Parce qu'il faut savoir, comme vient de le dire Monsieur le maire, c'est une opération d'environ 50 millions d'euros d'investissement, dont 43 millions à peu près rien que pour la CIM sur les 216 logements prévus dans ce programme. Il s'agit de logements sociaux divisés en deux catégories, parce que dans le logement social, il y a plusieurs catégories. Du très social pour à peu près 117 logements et du social tout court pour 99 logements. Et le démarrage est imminent avec une première livraison de la première tranche prévue début 2021 pour les 117 logements très sociaux et le reste un an après. Et quels sont les autres projets en cours concernant justement les logements, que ce soit sociaux ou logements qui ne sont pas sociaux? Donc on a pas mal de projets en cours. Là, on est en train de terminer un certain nombre d'opérations qui vont être mises en service en début d'année. Là, dans un logement social, par exemple, nous avons environ 120 logements qui vont être mis en exploitation dans les prochaines semaines. Sinon, aujourd'hui, nous sommes sur un rythme de production aux alentours de 300 logements, en tout cas en financement. Et très vite, nous allons passer à un cap de 500 logements l'année dès 2020 en termes de livraison. Cette année, pour vous donner une idée, en mise en service, nous sommes pas loin de 450 logements qu'on va mettre en service. Et en termes de financement, en année de financement, on est à peu près dans les mêmes proportions. Les objectifs seront atteints concernant les logements sociaux que vous souhaitez mettre à disposition? Oui, je pense que les objectifs seront atteints. Bon, maintenant, nous sommes sur un territoire avec un certain nombre de problématiques, notamment en termes de grèves assez fréquentes, etc., ce qui pénalise un peu nos chantiers. Mais nous avons les moyens aujourd'hui parce que la CIM va de mieux en mieux. Il y a 3 ans encore, on a connu des graves problèmes de trésorerie, etc. Tout ça, c'est derrière nous. Nous avons un nouvel actionnaire de référence qui est CDC Habitat, ex-SNI, qui est venu avec des moyens, des gros moyens. Donc tout ça nous a donné un véritable bol d'air et c'est de bon augure pour l'avenir. En tout cas, on a de grandes ambitions et je pense qu'on les réalisera. Abed Ali Mondroha, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et nous parlons maintenant de multimédia dans ce journal avec Pamandi qui se met enfin à l'ère numérique. L'espace numérique de la commune a été inauguré ce matin dans l'enceinte de l'AJP. Les élus de la municipalité, du département et des représentants des organismes partenaires dans l'État, le CRIJ, y ont pris part. Après les discours, la découverte de la plaque et de ce nouvel outil, un lieu équipé de plusieurs postes d'ordinateurs avec un seul but, accompagner la population de Pamandi dans ses démarches quotidiennes dans un monde où aujourd'hui tout se fait et tout passe par Internet. On écoute Salimata Mohamed, adjointe au maire. Elle s'est confiée à Yasmine Jafar et Assad Razafi Tireni. Le but, c'est de pouvoir suivre la modernité, vu que le numérique tend à venir dès 2019-2020. Donc on a installé ces ordinateurs et cet espace pour permettre non seulement à notre jeunesse de pouvoir faire leurs démarches via le numérique, mais aussi à notre population un peu plus âgée pour les démarches administratives, pour tout ce qui est déclaration de revenus, déclaration au niveau de la caisse de sécurité sociale. Et cet outil va nous permettre non seulement d'éviter le trajet d'aller vers la commune ville de Mamoudzou pour faire certaines démarches qu'on peut déjà en amont anticiper dans la commune ici. Bel outil, belle initiative. L'actualité régionale, c'est aujourd'hui que s'est déroulé le second tour de l'élection présidentielle à Madagascar. Un scrutin qui oppose les deux candidats encore en lice pour ce vote, Andry Rajoelina d'un côté et Marco Ravalomanana de l'autre. Les deux candidats se sont déplacés dans les urnes ce mercredi pour aller glisser leur bulletin de vote. Et pour en savoir plus sur le déroulement de cette opération électorale d'aujourd'hui, nous rejoignons sans plus tarder en direct de la capitale Tananarive, Misbahoudine Bakar. Bonsoir Misbah. Alors, comment s'est déroulé ce vote aujourd'hui et y aurait-il des premières tendances ?
Bonsoir Papineau. Alors les images parlent d'elles-mêmes, elles se passent de commentaires. Ici c'est l'ambiance et ces gens scandent l'Anfouza Dada, Velouma Dada, autrement dit au revoir Dada, mais aussi Dada est fini. Dada, c'est Makravalo Manan. Vous l'aurez compris, Papineau, le dépouillement est fini parce que nous sommes dans le quartier populaire. Dans l'un des quartiers populaires d'Antananarive, et ici dans un groupe scolaire où il y avait 20 bureaux de vote et sur les 20 bureaux de vote, la plupart des bureaux ont été remportés par Andy Radjawel. Donc mais cela ne donne aucune indication puisqu'il y a 22 000 bureaux de vote sur l'ensemble du pays. Vous l'aurez compris Papineau, on sera obligé de vous rendre l'antenne parce qu'on s'entend plus, mais il faut juste retenir que c'est Andy Radjawel qui est en tête ici dans son fief, un quartier largement acquis à sa cause, mais cela, restons prudents, ne donne aucune indication puisque comme je l'ai dit, il y a 22 000 bureaux de vote dans l'ensemble du pays, mais il semblerait que c'est bel et bien Andy Radjawel qui serait en tête. Misbaoudine Bakar en direct de Tananarive, la capitale malgache, où une grande ambiance a lieu ce soir dans ce bureau de vote en tout cas. Misbaoudine Bakar accompagné de notre grand reporter Fahar Hosseini qui suivent pour nous ce second tour de l'élection présidentielle. Une élection qui a démarré dès 6 h ce matin. Près de 22 000 bureaux de vote ont ouvert leurs portes pour accueillir les 10 millions d'électeurs inscrits sur les listes. Retour sur cette journée de vote avec nos envoyés spéciaux, la même équipe, Misbaoudine Bakar et Fahar Hosseini. Peu d'affluence dans les bureaux de vote, ouverts à l'heure prévue pour la plupart. On est loin, très loin des longues files d'attente du premier tour, mais pour ceux qui se sont déplacés, la bataille doit se jouer et se gagner aux urnes. C'est très important pour nous, les électeurs malagasy en général, puisque cette élection va nous prouver au peuple malagasy de voir la vérité, ce qui s'était passé ici à Madagascar de l'année 2009. Vous savez bien que de l'année 2009, il y avait un coup d'État à Madagascar. Et c'est pour cela que nous, le peuple malagasy, nous voulons vraiment changer le regard des politiciens, mais nous voulons vraiment que la vérité soit connue dans le monde entier. Nous, on veut des changements pour notre pays. Et c'est un devoir aussi pour notre pays. Comme on dit en malagasy, c'est Adidi. C'est le devoir et le respect du pays aussi. Alors, quel genre de changement vous voulez? Les changements au niveau du développement, au niveau de l'avenir du pays et tout ce qu'on parle de l'avenir pour nos enfants, pour le futur. Une élection, encore une fois, sous haute surveillance et en présence de nombreux observateurs, comme la Commission de l'océan Indien qui a dépêché 10 membres avec comme seul objectif s'assurer du bon déroulement du scrutin. Jusqu'à présent, tout se passe plutôt dans le calme. Les institutions mises en place pour organiser ce scrutin ont une bonne image. La CENI a fait un travail de professionnel reconnu par tout le monde. La Haute Cour constitutionnelle aussi, qui doit valider le scrutin, a une bonne image. Donc nous pensons que le processus électoral se déroule normalement, malgré quelques débordements, quelques rumeurs propres à toute campagne électorale. Ce que nous craignons surtout, c'est l'après-scrutin. Nous souhaitons que, quel que soit le résultat, il faut un vainqueur et un vaincu, et que tous les deux doivent travailler pour que Madagascar retrouve la paix civile et surtout une stabilité politique qui est un préalable à son développement. Les résultats provisoires sont attendus le 1er janvier et le verdict définitif sera proclamé par la Haute Cour constitutionnelle 7 jours plus tard.
Et nous quittons la capitale malgache pour nous rendre sur la capitale comorienne. Pour terminer, le président Azali est arrivé cet après-midi à l'aéroport de Moroni où ses partisans l'attendaient à sa descente de l'avion. Après avoir séjourné au Sénégal, le président comorien s'était rendu au Maroc pour des soins médicaux. Après avoir été victime d'un malaise il y a 2 semaines, les rumeurs les plus folles ont été déclenchées sur les réseaux sociaux concernant notamment son état de santé. Son arrivée aux Comores aujourd'hui a été comme un signe envoyé à ceux qui s'interrogeaient sur son état de santé. Voilà qui met un terme à cette édition. Je vous rappelle le titre principal développé dans ce journal. Les agents d'EDM Électricité de Mayotte sont en grève illimitée depuis ce matin. Les salariés grévistes réclament de meilleures conditions de travail et dénoncent un climat social tendu au sein de la société. Regroupés en intersyndicales CGT, CFE, CFDT, UNSA et FO, les grévistes reprochent notamment des critères d'embauche qui écarteraient systématiquement les cadres mahorais au poste de responsabilité. La direction sera à Mayotte demain pour démarrer les négociations. En attendant, le mouvement de grève se poursuit. Voilà, vous savez tout, ou presque, pour l'actualité de ce mercredi 19 décembre. Des informations que vous pourrez retrouver sur notre site internet, notre page Facebook et sur YouTube. Dans un instant, je vous retrouve pour le journal en mahorais. Excellente soirée à tous et à tout à l'heure.